Bonjour. Je vais reprendre certaines choses qui ont été dites tout à l'heure parce qu'en fait, elles introduisent très bien le sujet. La question à laquelle je cherche à répondre depuis un certain temps, c'est est-ce que l'économie de demain sera globale ou locale? Alors, Christine a parlé à propos d'Einstein du monde du « et ». On n'est plus dans le « ou », on est dans le « et ». Alors ça, c'est une piste. Marc a dit que la nouvelle croissance sera qualitative, entre autres. Et Olivier, comment placer son activité au service du bien commun et du vivre ensemble? Alors, le bouquin dont je vais tirer quelques éléments et qui sortira probablement en février présente des entrepreneurs locaux et qui changent le monde, et donc le monde c'est global. Et j'ai demandé à Erwin Laszlo de faire une préface, et dans sa préface c'est très intéressant parce qu'il dit, ça reprend un petit peu ce qui était dit auparavant, notre monde apprend depuis quelques décennies à être global. Donc on a mis toute l'énergie, tout l'argent, tous les moyens sur apprendre à être global. Et puis on a oublié que dans un système complexe, dans un système vivant, le corps par exemple, le corps humain, si on ne s'occupe que du global, de l'ensemble, et qu'on oublie les cellules et les organes, et qu'on les laisse dépérir, eh bien c'est l'ensemble du corps qui dépérit, bien évidemment. Donc en fait, la phase actuelle, c'est celle d'un retour du regard sur un élément ou des éléments, tous les éléments constitutifs du global, qui sont les éléments locaux. Donc il ne s'agit pas de dire le global c'est terminé, il s'agit de dire, oula, on a peut-être besoin maintenant de redonner de l'importance à ce qu'on avait tenu pour évident, probablement dépassé, obsolète, vieux, pré-moderne, etc., et qui en fait ne l'est pas, le local. Alors, je vais vous parler de personnes, d'individus et de groupes. Dans le temps qui m'est imparti, sauf si Arnaud vient pas, il est là, bon, c'est raté. Bienvenue Arnaud. Bienvenue. Alors je vais faire comme j'avais prévu, c'est-à-dire en fait des portraits très rapides pour vous montrer que ce qui a été dit ce matin est en cours. Alors, ces portraits, ils sont aux États-Unis, parce que depuis quelques années, je travaille sur des activités qui sont plutôt là-bas. Bon, en fait, on pourrait trouver les mêmes ici, en Afrique, en Asie, etc. Bon, moi j'ai ceux-là, donc je vous livre ce que j'ai. Judy Wicks est une dame qui vient de prendre sa retraite après quelques décennies d'activisme, qui a créé un café en bas de sa maison à Philadelphie, et puis ce café a grandi, il est devenu un restaurant qui aujourd'hui accueille 200 tables, donc beaucoup de convives. Et tous les matins, quand elle se levait, avant de prendre sa retraite, dans son miroir, elle se disait, et elle disait « Bonjour, belle entreprise ». Elle préparait sa journée et sa journée d'activité, et toute sa journée était centrée vers rendre son entreprise belle. Bon, entre autres, elle a créé le réseau des entreprises soutenables de Philadelphie, et puis elle s'est rendue compte que c'était trop petit, et que beaucoup de gens comme elle voulaient faire ou faisaient la même chose ailleurs, et elle a créé un réseau qui s'appelle BAL, l'Alliance d'entreprises pour des économies locales vivantes. Et le début de son activité dans ce domaine, elle s'est rendue compte, elle avait un bistrot, quoi, un café, et puis elle servait des sandwichs et des tas de choses comme ça, et dedans il y avait de la viande de porc. Et un jour à la télé, elle a vu que les porcs étaient élevés de façon totalement inhumaine. Alors elle est descendue à l'étage d'en dessous, elle a dit au chef, bon ça c'est réglé, tu m'enlèves tout le porc, je ne veux plus de porc traité de façon inhumaine, et vendre ça à mes clients c'est vraiment insoutenable. Et puis alors du coup elle est partie un petit peu à la découverte, elle est allée voir s'il n'y avait pas des gens qui
proposaient une nourriture plus saine. Et comme dans le coin, il y a les Amish, que vous connaissez peut-être, donc qui sont des gens qui ont refusé la modernité et qui, du coup, se retrouvent après la modernité peut-être en pointe sur un certain nombre de choses. Elle a rencontré des paysans qui, eux, traitent leurs animaux et leurs plantes de façon humaine. Et elle a dit, tiens, ben, je vais pouvoir travailler avec eux. Et puis alors, je vous passe les détails. Elle est allée voir les autres entrepreneurs du coin, les autres restaurateurs. Elle a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble? Et maintenant, ils sont plusieurs centaines dans son réseau local. Voilà, donc au cœur de sa démarche, c'est ce que je fais chaque jour. Est-ce que, quand je me regarde le matin dans le miroir, je suis heureuse de le développer? Michèle Long, elle n'a pas encore pris sa retraite, elle est beaucoup plus jeune, et le réseau BAL dont je parlais, le mouvement BAL, elle en est aujourd'hui la directrice. Pour elle, il y a 3 mots-clés. Vous savez, dans le commerce, on dit il y a 3 mots-clés, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Eh bien, pour elle, c'est la relation et la relation. Voilà, vous avez tout compris. Aujourd'hui, ce réseau, ce sont 80 réseaux locaux d'entrepreneurs, donc avec quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de membres, dans une ville ou dans un comté. Et puis, ce sont 35 000 entreprises locales. Ces entreprises sont toutes propriétés de gens qui habitent localement. C'est le contrat de base. Si c'est une filiale d'une multinationale, etc., ça n'en fait pas partie. Et ça représente à peu près 450 000 emplois. Voilà, ça c'est les logos de certains d'entre eux, un petit peu partout, depuis la Nouvelle-Écosse jusqu'à la Californie. Ils sont dans de très nombreuses régions. Et leur credo, c'est Be local first. Soyez local d'abord. Et s'ils disent d'abord, c'est pas pour rien. C'est parce que on va pas être uniquement local, on va pas acheter uniquement local. Mais essayons de réenraciner nos pratiques économiques notamment et de nous sentir partie d'une communauté locale. Quelques-uns des cofondateurs sont d'abord Paul Saguineau et Harry Weinzweig, qui ont une entreprise qui s'appelle Zingermans dans le Michigan, à Ann Arbor. Et eux ont décidé de grandir en profondeur. Ils avaient un delicatessen, donc un traiteur, un magasin de traiteurs. Et puis, au bout de 10 ans, ils se sont dit, on va grandir, parce qu'il faut qu'on donne des perspectives aux gens qui bossent avec nous. Et ils ont dit, nous allons grandir en profondeur. On ne va pas faire une chaîne. Comme ceux qui réussissent bien dans le commerce font. Ils font une chaîne et ils développent au niveau du pays ou de l'univers. On va faire une entreprise ou des entreprises, une famille d'entreprises locales. Aujourd'hui, ils en sont à 9 entreprises, 500 employés. Les propriétaires de chaque entreprise sont des employés qui ont dit « moi j'ai envie de » faire ceci, faire cela, donc dans la restauration, une crèmerie, une fabrique de bonbons, du pain, et à chaque fois ils visent l'excellence, c'est-à-dire que leur boulangerie est la 2e meilleure boulangerie du pays. Ils cherchent toujours à mettre toute la qualité dedans et la qualité de relation, puisque l'une des entreprises est une entreprise de formation et qui forme à la qualité de relation avec le client. Bon, j'avance parce que Christine, j'ai 5 minutes. Bon, alors on va aller plus vite. Ben Scholz, lui, il a une fabrique de glace dans l'État de Washington. Pour lui, l'entreprise est une œuvre d'art. Et il dit, ce que je fais dans mon entreprise, c'est comme si c'était un poème ou un roman. Ça doit être aussi beau. Et pour ses 20 employés, il a, avec l'université locale, créé une université. C'est-à-dire qu'il leur offre tous les cours qu'ils ont envie de suivre en musique, en philosophie ou en n'importe quoi. Sarah Van Aken, elle rêvait d'être créatrice de mode. Elle a monté une boîte. Elle s'est rendue compte qu'elle achetait ses tissus en Europe, qu'elle envoyait au Pakistan à fabriquer, elle refaisait venir aux États-Unis. Donc elle a dit, ça tient pas la route. Et elle a tout relocalisé à Philadelphie. Elle a recréé une filière. Elle a 15 emplois locaux, plus tous les emplois induits. Réduit son bilan carbone de 50% et recréé une filière régionale dans le tissu et donc les vêtements. À Tantrey Farm, dans le Michigan, on a là une famille de paysans qui, depuis plus de 20 ans, font des produits bio et qui produisent surtout de futurs entrepreneurs, puisque les gens qui viennent chez eux, ils les aident à créer leur propre ferme dans tel ou tel domaine.
Woody Tash est un ami qui a créé Slow Money. Il a dit, au lieu de mettre votre argent à la bourse, mettez-le dans le sol, parce que notre avenir, c'est préserver la santé du sol et des communautés locales. En 2 ans, les groupes locaux de ce mouvement ont réinvesti, détourné 20 millions de dollars qu'ils ont rendus à la terre sur donc, des fermes et des entreprises locales de l'agroalimentaire. George Simon a créé Organic Valley. Organic Valley, c'est une coopérative bio qui rassemble aujourd'hui 1766 familles paysannes. Leur objectif, c'est nous formons une coopérative, mais l'objectif central, c'est préserver la qualité de vie des fermes familiales. Et on s'unit ensemble, non pas pour faire un monstre industriel, mais pour préserver un art de vivre. C'est le leader aux États-Unis dans les produits agricoles bio. Nias Dori, donc l'Alliance Nord-Atlantique marine ou maritime, regroupe des pêcheurs donc artisans qui se battent pour avoir le droit de continuer à exister et à préserver la ressource et à préserver la vie marine contre l'industrie du poisson, puisque un bateau industriel, avec un coup de filet, vous ramasse un banc entier de thon et détruit la ressource. Et eux pensent qu'il vaut mieux savoir qui a pêché le poisson que j'achète. Et ce qui, c'est une personne, elle a un visage, elle a une histoire, et elle donc elle est implantée quelque part. Alors pour terminer, ce sont un peu les priorités que propose le réseau BAL, dont j'ai parlé au début. Construire une véritable prospérité à partir de véritables valeurs. Alors leur priorité, c'est l'endroit compte, parce que quand quelqu'un est implanté quelque part, ce qui se passe autour de lui et l'impact qu'il a sur son environnement est important pour lui et ses enfants. La propriété compte. C'est-à-dire que si vous êtes à la tête d'une entreprise qui appartient à des gens qui habitent de l'autre côté de la planète, ils peuvent décider du jour au lendemain que ce que vous faites n'a plus d'intérêt, et le fait d'être propriété de gens qui habitent localement, et idéalement de coopératives, et que l'ensemble des gens qui travaillent sont propriétaires, vous garantit une plus grande cohérence et responsabilité. La nature compte. Nous travaillons, disent-ils, pour nous réinsérer dans le royaume, dans les règnes vivants, et pour en être partie prenante responsable. L'opportunité, c'est-à-dire l'égalité des chances, compte. L'entreprise, c'est l'endroit où ceux qui n'ont pas la chance d'être nés avec une famille riche et des moyens peuvent construire leur vie. Ce qui compte, ça a été dit ce matin, pour que ça marche, c'est d'être capable de mesurer ce qui compte vraiment. Parce qu'on dit qu'on peut, ce qui compte, c'est ce qu'on peut compter. Comment fait-on pour mesurer la qualité de vie, le bonheur, la qualité des relations au sein d'une communauté, la préservation de la nature? Et puis, ce qui compte le plus, ce que dit Michel Lang, elle le dit, elle le répète, et tous les gens de ce réseau, dans 80 lieux, dans 80 régions, le répètent, ce qui compte le plus, c'est la qualité de la relation au sein de l'entreprise, entre les financeurs et les entrepreneurs, entre l'entreprise et sa communauté locale, son environnement, etc. Donc l'économie de demain sera une économie enracinée et une économie de relations. Merci. Merci. D'autres questions? Hélène Dacosta, journaliste et coach. Vous disiez, j'ai bien compris que ça contribue à la motivation des salariés de Danone, mais est-ce que vous avez réussi à avoir une influence sur, je ne sais pas, le mode de gouvernance, sur le cœur de Danone? Parce que ce que vous disiez sur l'expérience en Inde ou Bangladesh, c'est quand même à la marge du système. Et comment est-ce que vous arrivez à avoir un impact sur le système même? Ce qui fait la différence, c'est que quand un entrepreneur d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise se lève le matin, il sait pourquoi il se lève, il sait ce qu'il va faire, et toute son énergie est justement dans réduire la distance entre ce que je vis, ce que je veux et ce que fait mon entreprise. C'est-à-dire véritablement, c'est beaucoup plus facile pour une petite entreprise que pour une grande entreprise.
Ce que tu disais à l'instant me fait penser à Cleveland. Cleveland, c'est une ville qui a perdu l'industrie traditionnelle et puis qui n'a pas trouvé grand-chose d'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les gens cherchaient du développement local, se sont dit, en fait, on ne va pas faire revenir d'autres grosses entreprises, c'est fini. Et ils se sont dit, en fait, nous dépensons chaque jour des millions, voire des milliards de dollars qui partent ailleurs. Or, on les dépense ici, dans les hôpitaux, dans l'université. Il se trouve que le quartier dans lequel se trouvent ces grosses organisations, c'est à peu près le même. Et autour de ce quartier, il y a 8 quartiers qui sont les plus pauvres, dans lesquels il y a la pauvreté, la criminalité, la drogue, etc. Alors, ce qu'ils ont pensé, et ça marche, c'est suscitons des entreprises locales capables de répondre aux besoins de nos organisations, en blanchisserie, en énergie, même une entreprise de presse locale, etc. Et donc, ils ont accompagné des coopérateurs qui ont commencé à se lancer, à créer une entreprise de blanchisserie, d'éco-blanchisserie industrielle, une entreprise d'éco-énergie, etc. Allô, oui. Et ils sont en train de créer des dizaines et peut-être demain des centaines d'emplois. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une impulsion extérieure. Danone, par rapport à un paysan dans le Bangladesh, c'est une impulsion extérieure. Mais il y a ensuite une autre étape qui est que le processus, il est maîtrisé par les micros ou les petits entrepreneurs locaux. C'est-à-dire que cette impulsion, elle vient parce que les institutions en question sont clientes et s'engagent à être clientes. Mais ensuite, l'énergie de l'entrepreneur est là. Et ça me fait penser à une statistique récente aux États-Unis. On s'est demandé qu'est-ce qu'il faudrait pour résoudre le problème du chômage. Qui sont les gens qui créent de l'emploi? Les gens qui créent de l'emploi dans ce pays-là, mais je suppose que chez nous c'est peut-être un peu pareil, ce sont les micro-entreprises. Qu'est-ce qu'ont les micro-entreprises? C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la motivation, le type qui crée sa petite entreprise, il a envie de réussir. Qu'est-ce qui lui manque? C'est pas l'envie, ce sont des outils, des éléments extérieurs complémentaires. C'est des compétences, c'est du marketing, c'est de la finance, mais il garde l'énergie de la création, c'est lui qui l'a. Et donc là où des éléments extérieurs peuvent venir aider, c'est aider des gens qui ont en eux-mêmes le moteur de la création et qui en plus sont totalement branchés sur leur environnement, donc ils savent ce qui peut fonctionner, et ça tu l'as remarqué, ce type de business sont des business qui sont très rustiques, c'est pas extrêmement complexe, il n'y a aucun risque. Donc aider par la microfinance, par des apports en formation, en marketing, etc., en regroupement d'énergie, en faisant des groupes qui deviennent de cette manière-là plus capables d'être présents sur le marché, mais en gardant l'initiative et le contrôle au niveau de chaque petite entreprise, c'est l'un des axes qui pourrait, aux États-Unis, aujourd'hui, il suffirait qu'un seul parmi 3 micro-entrepreneurs américains embauche une personne pour qu'il n'y ait plus de chômage. Et ça, ce sont vraiment des réflexions intéressantes, me semble-t-il, parce qu'en fait, l'aide qu'on peut apporter, elle est vraiment très très classique, très simple. Ce sont vraiment des aides techniques, mais on laisse l'énergie là où elle est, c'est-à-dire dans l'entrepreneur, qui lui, tous les matins, va porter son projet, va motiver ses clients, ses fournisseurs, son environnement. Et je crois que ça, c'est un élément intéressant, c'est une forme de social business micro, mais c'est aussi intéressant. C'est la dernière, parce qu'après on termine. Allez-y, madame. Bonjour. Vous avez parlé de partenariats, tous les deux. Je m'interrogeais sur les partenariats que vous aviez pu établir avec les collectivités, dans la mesure où la collectivité, par essence, elle est censée installer le bien commun et développer un service public. Et qu'on sait très très bien que
si le bien commun n'est pas forcément qualifié, du coup, voilà, les choses peuvent se dégrader. Donc je m'interrogeais sur les modalités de partenariat éventuels que vous établissiez avec les collectivités, quelles formes, quelles clauses, quels engagements. Voilà, merci. Bon, je vais apporter une réponse. C'est intéressant que le réseau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un réseau des entrepreneurs pour le développement local viable. Ils ont changé de nom, maintenant ils s'appellent Be a Localist. Soyez un localiste, soyez des localistes. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, en dehors de la communauté des entrepreneurs, qui est la leur, il y a des tas de partenaires, notamment les collectivités. Et donc, depuis, ils ont élargi leur mouvement et ils travaillent en permanence avec les citoyens d'abord. Quand ils disent, c'est comme autrefois chez nous, on disait, les commerçants disaient, nos emplettes sont nos emplois. Ça se dit plus, ça fait un peu vieillot. Mais si vous faites travailler vos voisins et qu'eux vous font travailler, l'argent circule plus sur le territoire. Donc le premier partenariat, c'est avec les gens qui sont autour de nous. Mais les collectivités, surtout en France, où la collectivité a un rôle essentiel, elles ont un rôle extrêmement important. Là-bas, c'est l'entrepreneur qui prime, par culture. Chez nous, c'est l'État qui décide. Et puis, petit à petit, les collectivités. Et puis, l'entreprise, elle se met là où on lui laisse la place. C'est peut-être notre faiblesse. Mais on a aussi cette force que les gens de l'État et des collectivités ont cette conscience de l'importance du bien commun. Alors, je n'ai pas répondu en détail, mais ce qui me paraît intéressant dans leur expérience, c'est qu'ils calculent énormément. Ils font travailler les universités sur quel est l'impact de notre action. Nous, on n'a pas encore ça tellement chez nous, cette habitude de faire bosser les universités pour savoir quand je dépense 1 euro chez un commerçant local ou dans une grande entreprise ou sur Internet, c'est quoi l'impact sur le territoire. Là-bas, on sait, parce qu'il y a des dizaines d'études qui ont été faites et qui vont toutes en même sens, que si j'achète chez une entreprise locale, 70% de l'argent que j'ai dépensé va recirculer localement, et puis de moins en moins, puisque chaque fois c'est 70% de 70%. Si j'achète dans une organisation, une grande surface qui est pilotée nationalement, il y a 20% qui va rester sur le territoire. Si j'achète sur Internet, probablement pas grand-chose. Donc il faut réinventer les modèles. Et donc à chaque fois, il se pose la question, comment notre action impacte l'économie locale, les familles, la santé, l'environnement, et ils font bosser, ça je crois que c'est vraiment une leçon intéressante, ils font bosser les universités dessus en disant, bon, faisons des modèles, regardons ce que ça donne, et est-ce que ce que nous faisons aide vraiment ou va dans le sens de nos valeurs.